Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Et si les armées ne devaient pas seulement se préparer à des conflits sur le terrain, mais aussi à des guerres visant nos cerveaux, bien au-delà de la très classique manipulation de l'opinion publique à l'aide de propagande. C'est l'idée qui sous-tend l'émergence du concept de guerre cognitive. Cette guerre-là vise le cerveau des populations et des décideurs. Elle a pour but de modifier en profondeur les mécanismes de la pensée pour au final déstabiliser, voire détruire l'adversaire sans combat. La guerre cognitive s'appuie sur les progrès fulgurants des neurosciences. Elle atteint ses cibles grâce à l'hyperconnectivité de nos sociétés, mais aussi avec d'autres technologies. Parmi des exemples cités par les experts, il y a les manœuvres de la Chine visant Taïwan pour promouvoir l'unification, dont mon collègue Maxime Mamet vous parlait récemment. Il y a aussi la récente campagne favorable à l'extrême droite sur TikTok en Roumanie, ou encore le mystérieux syndrome de La Havane qui a touché des diplomates américains. Pour en parler, Sur le fil a invité James Giordano, spécialiste de la neuroéthique, François Ducluzel, auteur d'une étude de l'OTAN sur le sujet, et Axel Ducournau, anthropologue rattaché à l'état-major des armées en France. Sur le fil. Nous sommes confrontés à de nombreuses menaces hybrides telles que les cyberattaques, la désinformation, la guerre cognitive et juridique, la coercition économique et l'ingérence politique qui vise à semer la division dans nos sociétés et à porter atteinte à l'intégrité de nos institutions démocratiques. Vous venez d'entendre la vice-présidente taïwanaise, Xiao Bi-Kim, il y a un peu moins d'un an. Les manœuvres de la Chine à l'encontre de Taïwan font partie des exemples les plus souvent cités de guerre cognitive. François Ducluzel, un lieutenant-colonel de réserve, a défini le concept pour le compte de l'OTAN. On a établi que c'était un des nouveaux champs d'action de la conflictualité aujourd'hui et qui servait finalement à affaiblir un adversaire sans engager formellement le combat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, mais c'est une guerre à bas bruit qui se joue de façon permanente et qui utilise principalement ce qu'on appelle l'hyperconnectivité, c'est-à-dire en fait les technologies de l'information qui permettent justement d'avoir accès au plus grand nombre de façon à la fois collective et individuelle. Au début, j'ai dû affronter d'ailleurs beaucoup de gens dans les cénacles de l'OTAN qui nous disaient « mais ce que vous racontez, c'est de la guerre de l'information, c'est de la guerre cyber ». C'est beaucoup plus profond. On ne va pas chercher à changer ce qu'on pense, on va chercher à changer la façon dont on pense, c'est-à-dire les mécanismes même de la cognition. C'est-à-dire qu'on va jouer sur l'attention, on va jouer sur le langage, on va jouer sur l'apprentissage, on va jouer sur la mémoire, on va jouer sur les perceptions et sur la pensée. C'est-à-dire tout l'ensemble des mécanismes de la cognition. Selon François Ducluzel, le réseau social TikTok, dont la maison mère ByteDance doit rendre des comptes au Parti communiste chinois, en est un exemple. Mais aujourd'hui, TikTok est un élément de cette guerre cognitive qui arrive à façonner les sociétés en jouant sur les mécanismes cognitifs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai quelques-uns, je les vois, ils passent leur journée à scroller et ils ne lisent plus du tout. Première entaille donc contre la culture générale, voire l'esprit critique qui s'en nourrit. Mais pas que, vous le savez. Dans quel monde voulons-nous vivre, mesdames, messieurs les députés ? Voilà la question qui s'impose à tous aujourd'hui. Car oui, en effet, il s'agit d'avoir le courage de reconnaître que les réseaux sociaux, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, tuent nos jeunes. Je vis dans un monde où des papas émus et désemparés me parlent de leur enfant de 11 ans déjà insomniaque. Je vis dans un monde où des mères se créent des faux comptes TikTok pour vérifier l'activité de leurs ados et consacrent leur pause déjeuner à signaler des contenus toujours plus sanguinolents, faisant l'apologie du suicide, en vain bien sûr. Je vis dans un monde où des parents emmènent leurs filles de 10 ans... C'était tout récemment les propos de l'avocate Laure Boutron-Marmion de l'association Algo Victimas devant l'Assemblée nationale en France. Il y a aussi, bien sûr, des campagnes d'influence très politiques. On l'a vu avec Facebook aux États-Unis ou ailleurs, et encore récemment avec TikTok, utilisé en Roumanie pour tenter de favoriser un candidat d'extrême droite. Une méthode classique qui consiste à diffuser massivement certains contenus orientés. On piège le cerveau car il tend à prendre pour vrai ce qui est répété. Mais les tactiques de la guerre cognitive pourraient aller bien au-delà, en passant, par exemple, par la captation de données très personnelles,
collectés par des apps et toutes sortes de gadgets connectés pour cibler et manipuler encore plus efficacement. Écoutez Axel Ducournau, il est anthropologue et spécialiste de l'ingénierie sociale, autrement dit, des méthodes visant à modifier des comportements humains. Il y a déjà la récolte de données biologiques par les outils qu'on manipule déjà, comme la captation des électroencéphalogrammes par les AirPods, par exemple, ou la récolte de données électroencéphalographiques par des outils qui servent à mesurer le sommeil, par exemple. Donc il y a déjà des données qu'on peut récupérer, qui pour l'instant ne sont pas utilisées, qui sont à des fins médicales, mais dont on imagine qu'elles pourraient un jour être utilisées à des fins de guerre cognitive. Donc il est important de faire une veille sur ces technologies. L'armée française a d'ailleurs travaillé avec des auteurs de science-fiction pour imaginer des scénarios et anticiper les progrès et menaces potentielles. C'était le projet Red Team. Un des scénarios créés a imaginé un implant qui permettrait d'injecter des connaissances dans le cerveau. Alors, comment tu te sens ? Ça picote ton truc. Ça, c'est normal, je viens de te poser l'implant. Tu vas pouvoir verser toutes mes compétences médicales là-dedans. Un infectiologue, c'est beaucoup d'années d'études quand même. T'inquiète pas. Selon Axel Ducournau, la fusion de l'homme avec la machine prônée par les transhumanistes nous rend encore plus vulnérables. Mais revenons à un autre exemple bien réel, cette fois-ci, du passé, le syndrome de la Havane. J'ai pu joindre un des grands spécialistes du sujet aux États-Unis. I am Dr. James Giordano. I am the director of the Center for Disruptive Technology and Future Warfare. James Giordano dirige le Centre pour les technologies disruptives et l'avenir de la guerre à l'Université nationale de défense, financé par le département américain de la défense, et il enseigne à l'école de médecine de Georgetown University. James Giordano m'a demandé de bien préciser qu'il parlait uniquement à titre personnel. Il a enquêté sur le syndrome de la Havane. So Havana syndrome is actually the use of a neurological weapon in covert operations. Le syndrome de la Havane relève de l'utilisation d'une arme neurologique dans une opération secrète. La guerre neurologique est un exemple extrême de guerre cognitive. On l'appelle le syndrome de la Havane en référence aux 22 d'individus qui travaillaient dans le renseignement pour le département d'État depuis l'ambassade de la Havane à Cuba. Ils ont été touchés par une série de manifestations physiques objectives et de symptômes subjectifs très disruptifs. Ils ont décrit une sensation de tête lourde, des céphalées, des acouphènes, des vertiges, une désorientation, l'impossibilité de se concentrer, de réaliser certaines tâches et des dysfonctionnements cognitifs plus durables. Ils ne pouvaient plus faire de multitasking et parfois même plus une seule tâche. On n'a jamais établi avec certitude la technologie employée, mais une des pistes envisagées est celle de l'utilisation de flux d'énergie électromagnétique pulsés. Dans certains cas, plus de 60% des fonctions cognitives de ces agents ont été touchées. Des milliers d'autres remontées de malaise ont suivi, parfois sans aucun rapport avec le syndrome, créant ce que James Giordano appelle le brouillard de la guerre. On constate qu'un des effets a été pour le système visé de devoir y consacrer d'importantes ressources, du temps, de l'énergie, et cette ambiguïté qui peut se produire avec ce genre d'opération entraîne un brouillard. On se demande si c'est vrai ou pas. Et donc, par ricochet, ça entraîne une perte de confiance dans les institutions et dans des cas très précis, des diplomates qui ne veulent plus partir en poste dans certains pays. C'est le cœur du sujet, au-delà des 1000 méthodes rendues possibles par les progrès technologiques, selon François Ducluzel. Mon analyse, c'est que ça fait partie d'une série de tests, en fait. Tout ça, on fait des tests pour affaiblir, finalement, nos sociétés qui sont des sociétés très ouvertes. Quels États pratiquent la guerre cognitive ? Les spécialistes pointent du doigt en particulier la Chine et la Russie. La Chine, en tout cas, a largement intégré l'arme cognitive dans sa doctrine militaire. J'ai trouvé une citation du président de l'Académie des sciences médicales militaires qui date de juillet 2017, qui dit que la sphère des opérations sera étendue au cerveau humain. J'ai trouvé des exemples d'armes subliminales, des choses comme ça, des choses qui visent vraiment à brouiller la perception.
Et puis, j'ai trouvé des exemples de recherche chinoise sur ce sujet-là. Je sais que les Russes ont très clairement un temps d'avance. Ils ont très vite théorisé l'utilisation justement de cette hyper-technologie, cette hyper-connectivité dont je parlais au départ. Donc en fait, là, on est sur un problème éthique, c'est-à-dire que nous, démocratie libérale, on n'ira pas travailler ouvertement, en tout cas, sur des armements qui vont altérer la perception, le cerveau, etc. Alors que nos adversaires, c'est-à-dire des gens qui sont un peu moins démocrates, je dirais, n'ont pas ce problème éthique. L'idée, selon Axel Ducournau, est d'appuyer là où ça fait mal, en se servant par exemple des divisions sociétales sur certains sujets et en les amplifiant. De manière générale, la guerre cognitive part de faits réels. On part de vulnérabilités sociales existantes. Il y a très peu de fake news en fait dans les opérations de guerre cognitive, mais comme c'est le cas de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie ou dans le Sahel. Dans ces deux derniers cas, on exploite les blessures de l'histoire coloniale. On part de failles sociétales, de problèmes sociétaux non résolus, ou en tout cas en débat, pour tout simplement ouvrir ces sujets à la contestation et provoquer le chaos. Le but est de créer un manque de confiance dans les institutions et au final un effondrement des démocraties. L'enjeu serait donc de s'en prémunir. Et il faut, selon les experts, créer des organismes qui centralisent l'information et la partagent avec les acteurs essentiels, civils ou militaires, pour imaginer des réponses à l'image de l'Agence de défense psychologique suédoise. À l'échelle individuelle, il s'agit en tout cas, selon Axel Ducournau, de cultiver l'esprit critique de manière plus avancée. Il y a un principe que moi j'aime bien appliquer, c'est le principe de la métacognition. Donc, décentrer son propre regard sur la manière qu'on a de regarder l'information ou la donnée, de la mettre en contexte. Donc c'est le niveau supérieur en fait de l'esprit critique. Dans un contexte de désinformation, c'est quand on est face à un contenu, pas forcément se centrer sur le contenu, plus sur l'impact que ça va avoir sur moi, sur l'autre, et déjà peut-être même prendre de la distance par rapport à cette émotion et aller chercher d'autres choses plutôt que d'essayer directement de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est ça ? Exactement. Sur le fil revient demain. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. N'oubliez pas, si vous aimez notre podcast, de nous accorder 5 étoiles sur votre app de podcast préférée et bien sûr de vous abonner et d'en parler autour de vous. Merci beaucoup. À très bientôt.